Le jour de mon 16e anniversaire, mon père a érigé une croix de 4,50 m dans notre salon. Au départ, il pense juste percer un trou dans le plafond, mais il mesure rapidement le manque d'impact dramatique et préfère alors se débarrasser du plafond tout entier. Renversé dans un caddie qu'il a pris soin de surélever, il attaque au marteau-piqueur. Peu à peu, des pans du plafond, de la poussière et des bribes de moquette de l'appartement du dessus tombent sur ses épaules comme une pluie de pellicule. Ensuite, il fixe des équerres de 30 cm au dos de la croix et les visse dans le mur. Comme ça, la croix semble tenir toute seule. C'est grandiose, vraiment à peine gâché par les maquettes d'avions de chasse et les chiots encadrés, sans parler du papier peint dégueulasse de l'appartement du dessus. Le repose-pied de la croix est à plus de 2 mètres du sol et mon père, grand amateur d'œufs au bacon, est un gros lard. Je ne sais trop comment, mais il y parvient. Il doit maintenant y rester. Le problème est que le repose-pied est plutôt petit et incliné à 45 degrés. Mais papa, toujours aussi prévoyant, a pensé à tout. 2 sangles de cuir l'attendent à hauteur de torse. Il s'attache, nu, tire un bracelet en plastique comme ceux des flics américains et fixe son bras gauche à la poutre. Ensuite, il actionne un levier, et là, c'est la partie la plus ingénieuse de tout le dispositif. Un échafaudage vient lentement se mettre en place pendant qu'il glisse sa main droite dans un autre bracelet en plastique. L'échafaudage, balai subtil de levier, poulies, cordes et morceaux de scotch, avance doucement sur de petits rails que papa a pris soin de débarrasser auparavant des restes de gravats et de meubles désossés. L'échafaudage, légèrement vacillant, s'immobilise, prêt à l'emploi. Face à la bouche de mon père, il y a maintenant 4 bâtonnets de bois, chacun peint d'une couleur différente. Bleu, rouge, jaune et vert. J'ai découvert par la suite qu'il avait utilisé de la peinture non toxique en cas d'ingestion, une précaution très touchante. Ces bâtonnets sont d'anciens bâtons d'esquimaux. Si on regarde bien, ce que je n'ai pas fait, on peut encore lire la marque dessus. Ça y est, l'heure est venue. Mon père, solidement attaché à son chef-d'œuvre, étire démesurément le coup, prêt à atteindre le bâtonnet bleu avec ses dents. Ce fut sans doute l'instant crucial, seconde marquée par l'hésitation et l'angoisse. Toujours est-il qu'il le fait, il mord le bâtonnet bleu. Alors, comme dans un effet de domino, des leviers claquent, des cordes se tendent, des billes roulent et actionnent le pistolet à clous placé au niveau de la paume gauche de mon père, enfonçant directement un clou de 15 cm à travers sa chair et le bois de la poutre. Putain, ça fait mal! Ça fait vraiment mal! Vous imaginez le choc sur le visage de mon père, alors qu'une décharge de douleur lui éclate le cerveau? La chair se déchire, les os fragiles de sa paume cèdent sous cette intrusion blasphématoire d'acier qui transperce sa main. Vous l'imaginez suffocant, cherchant son souffle. Vous imaginez ses bredouillements et ses sanglots. Vous ne l'imaginez pas mordant la languette rouge. Pourtant il le fait, et sa main droite est clouée à son tour. Ça devrait suffire. Vous ne trouvez pas que ça suffit? Papa, non, s'il te plaît, papa, arrête pas le bâtonnet jaune. Papa, arrête, s'il te plaît, tu me fais peur, papa, non! Il tire dessus avec ses dents et un clou encore plus grand s'abat sur les os des 2 pieds, les empalant à 45 degrés. Ainsi se conclut la crucifixion. 4 heures plus tard, la porte du salon s'ouvre et je fais mon entrée. Pas de cadeaux, pas de crème glacée, pas de gâteau d'anniversaire, pas de vodka, pas de bande d'ados boutonneux et incompris, pas de flopée d'enfants hurlant joyeux anniversaire, simplement une montagne de gravats, un échafaudage à terre et mon père mourant crucifié. Le jour de mon 16e anniversaire. Bonjour mon entrée dans l'âge adulte,
Mon vieux n'est pourtant pas stupide. Voyez ce qu'il a construit. Voyez ce qu'il a réussi à faire, son art du détail. Souvenez-vous de la peinture. Il connaît exactement le temps qu'il faut pour mourir en croix. Il connaît l'heure exacte à laquelle je vais ouvrir la porte. Je ne dis pas que c'est un appel à l'aide. Je ne dis pas que c'est une farce qui a mal tourné. Je ne dis pas que c'est un geste d'accusation. Ce que je dis, c'est que quand je l'ai regardé, ses yeux n'étaient pas ceux d'un suicidé. Là, maintenant, il me regarde et il rassemble ce qui lui reste de force. Ça y est, nous y voilà. L'instant qui va couronner de gloire ses efforts. Il doit le trouver en lui-même. Il le faut. Il le faut. Il relève la tête millimètre par millimètre. Il ouvre la bouche. De la salive et de la bile tombe et éclabousse le sol à ses pieds. Quand surgit quelque part du tréfonds de ce corps un son, une voix s'élève, une phrase. Mon fils, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme ces mots s'évaporent, sa tête retombe sur sa poitrine. Voilà, il l'a fait. C'est fini, c'est le repos, c'est fini. Du moins, c'est ce qu'il croit. Je le regarde. Non, vraiment, Jésus ne pouvait pas ressembler à ça. Notre Seigneur avait sûrement un peu plus de style, un peu plus d'allure, un peu plus de classe. Lui a vraiment l'air dégoûtant là-haut sur sa croix de 4,50 m, la tête dans un appartement, les pieds dans l'autre. Il croit que c'est fini, mais non. Je dis, pardonne-moi mon Père, car je ne sais pas ce que je fais. Et je recule pas à pas. Ça fait son chemin à travers sa douleur. Je me vois envahir goutte à goutte son cerveau. Je suis presque arrivé à la porte. Il me regarde soudain, une terreur absolue dans les yeux. Je sors délicatement et referme la porte derrière moi. Oh, father! Papa, non, s'il te plaît, papa. Papa, arrête pas le bâtonnet jaune, papa, s'il te plaît, papa, arrête, papa. Papa, non, papa, non, papa, non. Se déchire. Sachez. Ma mère est morte de joie. Le jour de ma naissance, je me tiens là, suspendue dans le fluide maternel, dans sa gelée, le pouce dans la bouche. Et mon père et ma mère ressentent alors un élan de joie si profond les emporter, dégoulinés sur leur peau, qu'ils savent d'instinct que s'ils ne trouvent pas le moyen d'exprimer ce feu, ce sera la fin pour nous trois. Et nos corps se désagrégeront face à l'extrême puissance de cette énergie. Alors, mon père cuisine un poulet. Il avait vu ça à la télé, un homme préparait un poulet, et donc lui aussi devait le faire pour cette boule de vie enveloppée dans le ventre de ma mère. Moi. Oui. Moi. Ce fatras de peau, de chair, d'os et de placenta, ce cadeau béni de Dieu, prêt à se détacher, à s'avancer et à apporter un sens et du bonheur à leur vie. Voilà ce qu'ils ressentaient. La réponse était indubitablement dans le poulet. Quand cet homme à la télé préparait son poulet, on voyait tout de suite qu'il savait ce que c'était que la joie. Cet homme avec son poulet, cet homme qui savait ce que c'était que la joie.
Cet homme avec son poulet, cet homme qui savait ce que c'était que la joie. Cet homme avec son poulet et sa connaissance de la joie. Cet homme, ça c'était la vie même. Et mon père l'avait compris. C'est pour ça qu'il préparait un poulet pour ma mère, comme cet homme de la télé, pour la joie. Et la joie, c'était moi. Voyez-vous, j'étais cette joie. Moi, j'étais leur joie. Mon père apporte triomphalement le poulet. Il le tient bien au-dessus de la tête, comme un poulet rôti qu'on apporte en le tenant au-dessus de la tête. Et tout au fond de ma mère, dans son foie, je ressens l'excitation qui pulse son sang comme un battement d'ailes de papillon près de mon oreille. Et comment ne pas être emporté par ce sentiment général que tout va bien se passer. La chance sourit enfin. Dieu distribue des sucettes. Et je me souris à moi-même, serrant mon pouce maintenant totalement formé. Et je donne de légers coups de pied moqueurs dans l'estomac de ma mère. Il mange le poulet. À vrai dire, il est un peu sec et trop cuit, mais il savoure ce poulet comme si c'était le dernier des poulets. La graisse coule sur leur menton. Il se sourit, Béat. Et il jette de temps à autre une aile à moitié mangée à mon frère, assis dans un coin qui s'ébat dans ses excréments. Pour tout vous dire, contrairement à moi, mon frère était une erreur. Un pas voulu. Et tout s'est toujours horriblement mal passé avec lui, donc on ne peut vraiment pas en vouloir à mes parents d'avoir envie de repartir de zéro. Voilà. Ne pensez plus à lui. Oubliez ce que je vous ai dit sur lui. Oubliez jusqu'à sa présence. Soudain, un os se coince dans la gorge de ma mère, puis commence alors son agonie. Une quinte de tout. Il se moque de ce rocoquin. Il continue de s'enfourner le poulet dans le gosier. Mon père qui avale, ma mère qui meurt. Un sifflement saccadé, et il s'amuse encore. Même si ma mère est prise d'une once de doute en détachant un petit bout de blanc d'une côte minuscule à coups d'incisive. Puis elle fait des signes. Se tient la gorge, incapable de respirer. Et indique son dos, le poulet toujours en main. Mon père, encore consumé de joie, s'approche d'une cabriole et lui applique une petite tabadine derrière le cou. Mais il voit les lèvres qui bleuissent. Il panique. Il rugit. Il crie. Il lui décoche un coup de poing derrière la tête et essaie désespérément de déloger l'intrus. Moi, pendant ce temps, au milieu de toute cette panique, je lève mon bras à tâtons inutilement pendant que papa donne des coups de pelle derrière la tête de ma mère, mugissant vers Dieu. Mon enfant, ma femme et mon enfant. Ma mère se traîne désormais dans la pièce comme un dinosaure à l'agonie juste avant qu'il ne s'écrase sur une voiture. Et alors, mon père
a un éclair d'inspiration. Il se souvient de la manœuvre de Heimlich. Il attrape ma mère par la taille. Ses poings se referment sur mon cou, comme une écharpe de viande. Il serre prêt. Il serre prêt. Il serre prêt à... Éructe ma mère dans un dernier souffle. Et elle s'arrache de son emprise, tournoyant avant de lui faire face. Ses mains protectrices couvrent ce qu'elle croit être ma tête, mais c'est en fait mon pancréas. Ils se regardent. Ils savent. Ils réalisent. Mon père aveuglé par la panique. Ma mère qui tente de l'apaiser d'un regard alors que la vie lui échappe. Mais parvenant à lui faire comprendre qu'il devait choisir moi ou elle. Il m'avait choisi. Vous comprenez ? Ils m'ont choisi. Dans la douleur et les larmes et le désespoir, ils m'ont choisi. Et ma mère est morte, là, dans les bras de mon père, dont l'âme explose, et la télé traverse la fenêtre avant de s'écraser sur le béton 4 étages plus bas. Et ils m'ont choisi, moi. Chose me. Oui, oui. Chose me. Oui. C'était très touchant. C'était très touchant. Ça l'était. It was very touching. Très touchant. Oh, they chose me. Oui. It was touching. Oui, oui. Très touchant. It chose me. Oui. It chose me. Oui, oui, ils m'ont choisi. It was very touching. So touching. Ce garçon que je regardais à travers la vitre de cette pizzeria, je regardais ce garçon à travers la vitre, je fixais ce garçon assis face à cet homme en costume. Comme seule conversation, le garçon jetait ses olives sur la pizza de l'homme. L'homme les mangeait, il recrachait les noyaux dans le creux de sa main. Sa main les déposait dans le cendrier en métal. Il y avait un doux clic. Je suis resté regarder. J'ai tout suivi. Je les ai suivis. Quand ils sont sortis, je les ai suivis, mais discrètement, à distance, zigzagant d'une rue à l'autre, passant des boutiques, des haies, des arbres, des murets, des portes, chacune différente. Ils ont ouvert un portail. Ils sont rentrés, montés. Ils sont montés jusqu'à... L'homme a sonné alors que le garçon sortait une clé. Et la porte s'est ouverte avant qu'il n'ait. La clé, il... Une femme, oui, bien sûr. Elle a embrassé le garçon qui est rentré, et puis ils ont parlé. L'homme et la femme. Ils se chamaillaient. Elle avait l'air irritée. Ils se sont embrassés comme cousin et cousine, et l'homme est parti. J'ai vu le garçon regarder la télé. J'ai vu la mère parler au téléphone.
J'ai vu le verre de vin blanc. J'ai vu les légumes vapeur. J'ai vu ses cheveux qu'elle remettait derrière ses oreilles. J'ai vu les devoirs. J'ai vu le pyjama. J'avais déjà vu ça quelque part. Devant les vitrines des vendeurs de télé. J'avais déjà vu ça à la télé, devant les vitrines des vendeurs de télé. J'avais déjà vu ça. Oui, c'était comme ça. Oui, peut-être c'était comme ça la vie des autres gens. J'ai réussi à entrer par la petite fenêtre des toilettes, bien haute, mais pas assez haute pour que... Aussitôt, une atmosphère différente. L'odeur des autres, le bruit de la télé, la chaleur de l'air m'enveloppait. C'était comme une caresse de ses cheveux à elle sur ma peau. J'ai rampé sans bruit avec précaution jusqu'au salon et je me suis tapi entre la porte et le canapé où ils étaient assis. Elle et lui, lui sa tête sur ses genoux, sa main lui caressant la tête tandis qu'il regardait la télé. J'ai écouté leur conversation. J'ai senti l'odeur du shampoing et du savon. Juste à quelques centimètres d'eux, cachés à l'extrémité du canapé, j'écoutais le ronronnement de la conversation. Et nous étions heureux tous les trois. C'est ça. Nous étions heureux tous les trois. Son cri est rentré dans ma chair comme si elle m'avait tiré dessus avec un pistolet à clous. Il s'est glissé entre les os fragiles de mon oreille interne. Quand je me concentre, je peux encore l'entendre. On est restés tous les trois suspendus face à face. Une minuscule seconde d'éternité aussi fragile qu'une coquille d'œuf. Personne ne bougeait de peur de briser cet instant comme du verre. Enfin, elle s'est précipitée sur le garçon. Son fils l'a conduit vers la porte, vers la cuisine, là où il y avait le téléphone. Le téléphone est dans la cuisine et elle pousse son fils vers la porte, le suit alors que de mon côté, je me précipite sur l'autre porte, la porte à l'entrée de la maison, la porte d'entrée. J'ai fui dans la nuit. Son cri me faisait encore mal. L'eau m'aveuglait, la morve m'étouffait. J'ai couru, aussi vite, aussi loin que possible. Et cette sirène derrière moi, cette sirène sur mes talons. J'ai couru vite, si vite, le cri toujours au creux de mon oreille et de mon cœur. J'ai couru, j'ai cherché, à droite, à gauche, un abri contre ce cri à mes trousses. J'ai obliqué là vers les HLM. La voiture me suivait encore vers les HLM. Je courais entre les HLM. Je courais, tournais, virais. Le cri et la sirène me suivaient. Partout, j'ai viré une nouvelle fois. Une porte ouverte. J'ai plongé dans cette odeur, cette sale odeur. Là où les gens jettent là, par un conduit, où les gens se débarrassent de leurs déchets ordures. J'ai plongé dans les ordures. Dans un tas d'ordures. Dans un tas. Une demi-heure plus tard, à peu près, j'ai entendu comme un bruissement dans mon dos.
Tuer ma sœur s'avérait impossible, car elle s'accrochait à la vie avec une réelle obstination. Putain! T'as dit un gros mot. Quoi? T'as pas le droit. Désolé. J'ai mal aux mains. Fais pas l'enfant. Ça t'apprendra. Je dois te tuer. Pourquoi? Il le faut. Qui l'a dit? Il ne pourra pas nous prendre tous les deux. Tu veux repartir d'où tu viens? Je t'emmerde! T'as chouiné comme un bébé. J'avais froid. J'avais peur. Ça faisait 14 heures qu'on attendait assis là devant le pub, avec pour unique nourriture une limonade et un paquet de Monster Munch. Papa a fini par sortir. Avec oncle Henri, bras dessus, bras dessous. Du vomi écarlate sur la chemise, comme si on venait de l'égorger. La conversion de papa au catholicisme avait été naturellement suivie d'une fixation sur la figure du Christ. Et depuis, il ne buvait plus que de l'eau et du vin. Mais bon, surtout du vin. Ils nous ont regardés longuement. Et oncle Henri a dit, Sont à vous? pour toute réponse, papa d'un naturel peu loquace s'est mis à péter bruyamment avant de s'écrouler. T'es un vénard, mon vieux. Dit oncle Henri à papa pour qui le marchand de sable était passé. Vous avez quel âge? 12 ans, j'ai dit. 9 ans, 3/4. A dit ma sœur en étirant bien sur chaque syllabe pour arriver au compte. Il nous a dévisagé longuement. Les jolis âges que voilà. Et alors, oncle Henri, Non sans avoir pris le portefeuille de papa, pour l'essence, qu'il a dit, nous a attrapés tous les deux. Nous a fourrés dans sa voiture avant de démarrer en trombe dans la nuit froide de décembre. et c'est là que tu t'es mis à chouiner. Et qu'oncle Henri t'a donné un coup de coude complice avant d'éructer un rot dans un nuage de Johnny Walker et de clope à l'ail. Ah, les filles, elles sont bonnes à rien. Ça veut pas dire que tu dois me tuer. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu veux retourner au pub? Et monsieur Smart and Smile, Il alors, voudra pas de toi. c'est pas juste. Désolé. Moi aussi, je veux aller vivre chez monsieur Smart and Smile. Et ça a continué comme ça. Mais elle pouvait pas voir le regard qu'oncle Henri m'avait lancé dans la voiture quand il avait dit ce truc à propos des filles. Bien qu'horriblement laid dans sa veste en tweed taché et son pull jacquard, malgré sa bave et son odeur de pisse, je voyais bien que c'était un homme bon. Il devait forcément être bon. Autrement, pourquoi nous aurait-il sauvé la vie? Ce regard sur le visage d'un autre, d'un rang inférieur, aurait pu passer pour de la cupidité, de l'avarice, de la voracité lubrique, de la convoitise de charognard, mais pas chez ce bon et saint homme. J'avais vu son inquiétude si sa bonne action devait capoter à cause d'une fille. Ainsi. Bois, c'est pour ton bien. Quoi? De l'eau de Javel. De l'eau de Javel. Ouais, ça devrait te tuer. Mais je veux pas qu'on me tue. Et on a attendu comme ça. Je savais qu'il avait tort. Sinon pourquoi oncle Henri m'aurait prise aussi? Au lieu de me laisser là avec papa, à attendre que le jour monte sur le pub comme une gueule de bois. Et si qu'on vous demande
demande. Dis oncle Henri. Je suis votre oncle Henri. C'était stupide vu qu'il l'était. Et vous avez intérêt à faire ce que je vous dis, putain. Et il se dirigeait vers une bicoque en ruine. Ce doit être la pression, pauvre homme. Et il nous a enfermés dans une pièce. Et j'ai des coups de fil à passer. Et il est parti. Et on a attendu. Oncle Henri apparaît d'un coup, à bout de souffle, tout excité, puant comme un chou-fleur bourré. Ses lèvres remontées laissent apparaître des dents avariées. On recule, effrayé, avant de réaliser qu'en fait, il sourit. Bonne nouvelle, bonne et merveilleuse nouvelle. Il est arrivé l'homme qu'on attendait tous, monsieur putain de super en personne. Alors maintenant, les gamins, vous allez être de gentils petits anges et sourire tout ce que vous pouvez, parce que sinon... Pensez à la grande maison, pensez aux domestiques, pensez au champagne et aux glaces. Mais surtout, pensez bien au revers de ma main, putain. Et si vous vous mettez à chouiner... Je savais bien que j'aurais dû la tuer. Ça va vous coûter très cher. Maintenant, les gamins, pensez à toutes ces jolies choses et tapez dans vos mains pour accueillir le merveilleux, le fabuleux, le très chic, le putain de plein aux as. Monsieur Smart and Smile. C'est Monsieur Smart and Smile, le merveilleux, le fabuleux, le très chic, le putain de plein aux as. C'est le putain de plein aux as. Longtemps, j'avais cru qu'on trouvait les enfants dans les groseilliers. Puis j'avais entendu que des cigognes les apportaient langés de blanc et les laissaient délicatement tomber dans les cheminées. J'avais même cru un moment qu'on venait au monde par le miracle de la conception, la gestation et l'accouchement. Je savais désormais que ce n'était pas le cas. Comme les champignons, les enfants poussent sur les déchets. Ils se construisent peu à peu à partir de feuilles pourries, de canettes de coca, de seringues usagées et d'emballages de Monster Munch. Ils attendent ensuite que leurs parents les trouvent. Je sais que c'est vrai. C'est là que je l'ai trouvé. Dans mon dos, ce bruissement. Quelque chose qui bruisse, juste là, dans l'obscurité. Une odeur. Un bruissement, j'étais encore tout en sueur, je me cachais, et juste là, ce bruissement. Dans l'obscurité. J'ai baissé les yeux. J'ai aperçu quelque chose dans les rayons du lampadaire qui passait à travers la porte. J'ai dû pousser un peu la porte. J'ai vu la lumière du lampadaire couper l'obscurité et les ordures pour aller éclairer une main. Une petite main, toute petite. Un tout petit bébé. Il y avait un tout petit bébé dans les ordures.
J'approche ma main, je tends la main entre les boîtes de lessive et les paires de bas, et j'extrais un tout petit bébé. Une feuille de salade verte accrochée au front et de la sauce brune sur les mains. J'extrais un tout petit bébé et je le soulève. Un tout petit bébé tout nu. Un garçon, un tout petit garçon. J'extrais un tout petit garçon tout nu et tout froid. Un garçon. Mon garçon. Il était gelé, mourant, il était mourant. Je suis resté assis là 1 heure, pendant 1 heure, assis là dans les ordures des autres, un bébé mourant dans les bras que je berçais d'avant en arrière, et j'étais heureux. Oh oui, j'étais heureux. Je me penche vers lui et ses lèvres sont comme des... Et la vie qui le quitte, limaces, ses lèvres comme de minuscules petites limaces grises. Il s'affaiblit, les lèvres bougent à peine, et les mains, comme si elles flottaient, font de petits cercles dans l'air ambiant comme des petits glaçons. Il a si froid. Alors ma chemise, j'ai ouvert ma chemise. La panique me gagnait peu à peu. Je commençais à paniquer parce que à peine découvert et déjà peut-être. Alors j'ai ouvert ma chemise et je l'ai blottie contre moi. Et puis je ne sais pas comment, il trouve le chemin jusqu'à mon sein. Alors il s'est nourri de mon sein. Pas du lait, mais du sang. Il tire doucement toute la vie qu'il peut de mon petit téton. Ses lèvres grises redeviennent rouges. Ses mains bougent. Et de nouveau cette sensation qui monte, qui jaillit de nouveau dans ma poitrine, qui irrite mon corps, mon esprit. De l'amour. Non. C'est de l'amour, ça. Je contemple mon garçon, mon fils, mon... qui tête et qui tête. Mon... Et la vie qui palpite de nouveau. Mon... Ordure. Poubelle. Détritus. Débris. Pas mal comme nom. Ça sonne bien. Avec un nom comme ça, je pourrais lui trouver une école privée. Mon débris. Mon débris à moi. Non! Non! Ma mère est morte à cause d'une réflexion. Même pas d'une réflexion qu'elle s'était faite à elle-même. Elle a écarté la mort par overdose, le meurtre,
l'explosion de gaz, l'erreur opératoire, la typhoïde, la diphtérie, le poignard et la vieillesse, pour mourir de mélancolie. Alors qu'elle regardait une émission culturelle de fin de soirée, ce qui n'était pas dans ses habitudes, en gobant des oignons au vinaigre, très dans ses habitudes, elle entendit en passant un des invités sur le plateau remarquer: il est évidemment impossible de nos jours de créer quoi que ce soit d'original. Elle s'arrête net entre deux oignons, la main sur son ventre, gros comme un ballon, et laisse les conséquences de la remarque faire leur chemin. Pourtant, elle est en train de créer quelque chose de nouveau, non? Quelque chose d'original dans son ventre, non? Ce petit paquet de chair de 6 mois qui gigote et donne des coups de pied, ça c'est plutôt nouveau, non? Pourtant, il doit avoir raison. Ce n'est pas tant le ton péremptoire de la réflexion en elle-même que l'acquiescement général et entendu de tous ces artistes et intellectuels. Comme si tout le monde s'accordait sur ce point, bien évidemment. Tout le monde était au courant, sauf elle, ma mère. It's impossible to create anything original nowadays. Ses traits se relâchent lentement. Sa mâchoire se desserre. Ses joues se creusent. Et ses muscles oculaires se relâchent, mous, pareil à des rognons. Elle baisse le bras et laisse échapper un oignon qui rebondit 1 ou 2 fois avant de rouler jusqu'au poste de télé. Un peu comme si ce sale petit con d'oignon choisissait ainsi son camp. Ma mère, le regard vide. Un long moment. Image sur l'écran, désormais réduite à un petit point, de la neige ensuite, pour enfin au matin s'animer de nouveau, toujours sous le regard fixe de ma mère. La nuit suivante, même chose, image sur l'écran, juste un petit point, un oignon. Et ma mère renonce alors à la vie et se dissipe en cadavre, abandonnant dans son ventre une pauvre enfant sans défense. Moi, en fait, obligée de se débrouiller seule. Après une courte période de deuil, mon père déloge ma mère du canapé et zappe sur le football. C'est là que ma gestation a lieu, dans le corps de ma mère qui se décompose, bien au chaud dans son utérus. Et il me reste encore 3 mois à faire. 4, si je pense au temps qu'il va falloir pour une naissance non assistée. Ce fut la période la plus pénible, comme vous pouvez l'imaginer. Braver les lois de la nature, afin de prendre un jour ma place ordinaire dans ce monde ordinaire. L'utérus tient bien le coup avant de céder progressivement aux bactéries. Je dois alors le rapiécer grâce à d'autres morceaux de ma mère. La rate d'abord, puis un bout de foie, ou compter de temps en temps sur un paquet de chips vides que je récupère à tâtons sur le sol. My unoriginal place in that unoriginal world.
Le 1er mai, je surgis enfin entre les jambes de ma mère pour entamer ma route obstinée et laborieuse vers sa poitrine, où je ne trouve hélas qu'une réserve de nourriture dont seule une plante pourrait tirer profit. Bon, je presse ma bouche contre ce tas de gelée stagnante et je laisse lentement mes lèvres prendre racine, ma langue devenir tubercule, pour bénéficier moi aussi des bienfaits dont j'ai droit à la naissance. Durant les mois qui ont suivi, j'ai d'abord eu des feuilles, tombées depuis, et qui se sont tournées judicieusement vers le soleil pour accélérer la photosynthèse. Pendant ce temps, je ne perds pas la télé de l'œil, parce que je sais, parce que je n'ai pas oublié, parce que je me souviens. Pauvre maman. Elle n'avait pas compris que les gens dans le poste ne sont pas réels. Ce n'est qu'un écran magique. Les mots ne sont qu'une collection chaque jour plus abstraite de sons dans les airs. La réalité était bel et bien dans son ventre. La réalité grandissait là. C'était moi la réalité. Une enfant plante suçant la mort par sa langue pomme de terre. C'était ça, la réalité. J'envoie des radicelles dans toutes les directions pour gagner en vitalité. Mon père, qui n'est pas le plus affectueux des hommes, les repousse, bien sûr. Mais je les envoie en direction de cet écran lumineux, en direction de mon ennemi. C'est un processus laborieux qui me prend presque 1 an, mais je finis par y arriver. À ce stade, il ne reste pas grand-chose de ma mère, juste quelques os sales et une espèce de boue marronasse. Bon, maintenant j'y suis. J'avance jusqu'à ce putain d'écran. Mes radicelles se referment lentement comme un poing. Je suis un serpent, un boa constrictor, une main, un poing qui serre un œuf prêt à l'écraser. Soudain, il y a un mouvement dans mon dos. Papa, retrouvant d'un coup sa vision péri-télévisuelle, il s'est rendu compte de ce qui se passe. Il crie. Je m'arrête. Je le regarde. Il est perdu. Infiniment perdu.
sa voix à peine audible. Pas la télé. Il se lève du canapé. Il regarde autour de lui, tel un possédé enfin libéré de ses démons, clignant des yeux à la lumière du jour. Il voit maman. Il découvre maman morte. Quelque chose s'est cassé chez mon père ce jour-là. Et donc, dans l'obscurité, sorti de ce dépôt d'ordures, de cette odeur, je suis parti, je suis rentré, j'ai pris le chemin de la maison, rentré avec débris, avec mon garçon, avec débris mon garçon, et avec cet esprit tout neuf. Dans les rues, je ne vois rien, je ne vois rien, il n'y a rien d'autre que ce foyer contre ma poitrine qui fait fondre les pierres à l'intérieur de moi, comme un tout petit foyer gelé tout contre ma poitrine, enfin plus tout aussi gelé désormais, plus si gelé désormais, les lèvres de grosses lèvres bien rouges désormais, un sourire peut-être, je n'en suis pas certain, peut-être un sourire, l'esquisse même d'un sourire suffisait à me dresser les cheveux sur la tête. De petits éclairs bleus crépitaient le long de chaque cheveu avant de disparaître en étincelles. Un picotement sismique dans les eaux. Mon garçon, c'était mon garçon. C'était mon petit débris. À 4 heures du matin, je rampais, titubant de sommeil, de mon lit jusqu'au carton où je l'avais installé, et j'étais réveillé en sursaut par une douleur aiguë qui laissait place à du pur amour. Je le faisais sauter sur mes genoux et il finissait par faire son rot, et de petites traces rouges de moi goûtaient de sa bouche à mon épaule. Et un petit nuage qui sentait la Guinness me parvenait au visage. Nous étions heureux. Oh oui, nous étions heureux. Ma sœur, je l'avais mise au courant, j'avais été obligé de lui faire part de mon secret, parce qu'elle aurait fini. Elle aurait forcément fini par s'en apercevoir, et puis j'avais besoin d'aide pour le cacher de mon père. Et elle m'aidait. Elle faisait le guet. Je sentais qu'elle nous observait, le petit et moi, et je sentais autre chose chez elle, qui venait, qui émanait d'elle, une sensation de... Je ne pouvais pas vraiment le définir. Quand elle nous observait, et ça m'a permis de m'occuper de mon petit, tandis qu'elle faisait le guet, et j'ai pensé... Tu veux l'élever ici? Ouais, Ici? ouais, Ici? ouais, Tu veux l'élever ici? oui. On n'a même pas de télé. Et alors? Tous les enfants ont une télé.
C'est vrai. Elle avait raison. Je nous ai vus ici. J'ai vu le monde là, dehors. Je l'ai regardé lui. Comment pourrait-il être comme les autres? Comment pourrait-il vivre au milieu des autres? Mon sang ne suffisait pas. Je l'ai laissé en garde à ma sœur et je suis sorti chercher une télé. Mais comme c'est charmant ici, c'est si original d'avoir laissé ce papier peint à fleurs marron se décoller de la brique. Si astucieux d'avoir tout entièrement recouvert de poussière. C'est si brut, si bohème, si impudique, si pauvre. Jérémy Smart and Smile, à votre service. Ou plutôt, vous au mien. Vous devez être Monsieur Henry. Avoir mis cette chaise en morceaux, lézardé ce plâtre ancien, cassé tous les carreaux, infesté ce tapis de puces. Tout cela fait preuve d'un œil qui a le souci du détail et qu'on se doit d'admirer. Je suis certain que nous allons devenir de très bons amis. Et cette matière fécale, est-ce animal ou humain? Oubliez ma question. Veuillez excuser ce bas étalage de mon incurie. Quand on contemple Mona Lisa, on ne demande pas où Léonard de Vinci allait acheter sa peinture. Henri, vous êtes un rare génie. Et je vais sur le champ vous dédier un poème. Oh, et voici Guy, mon gorille. L'homme le plus monumental du monde entra par la porte et on eut l'impression que la pièce était de la taille d'une boîte d'allumettes. On était bouche bée. Oui, je sais, il est un rien primitif, mais vous avouerez qu'il est extraordinairement efficace et il joue du clavecin comme un ange. Bon, Henri, Monsieur? vous avez une chose pour moi, je pense. Ou plutôt des choses. Et oncle Henri nous a poussés vers Monsieur Smart and Smile. On n'avait jamais rien vu de pareil. Monsieur Smart and Smile, si propre et bien mis qu'on avait mal aux yeux rien qu'à le regarder. Et à ses côtés, l'homme le plus grand et le plus cruel du monde. Son cerveau minuscule, entièrement concentré sur son nez, qu'il curait avec application. Oh, les enfants, Dit Monsieur Smart and Smile. vous êtes de délicieux spécimens. Et il sortit 2 sucettes. Une pour toi, jeune et inestimable Ganymède, Je la pris cupidement. et une pour toi, délicieuse petite nymphette. La maîtresse a dit de ne jamais accepter les bonbons des Prends-la, petite merdeuse. dit oncle Henri en me donnant une claque. Mais à peine avais-je crié ouille que Monsieur Smart and Smile claqua des doigts et son gorille allongea nonchalamment un bras énorme dont le poing atteignit oncle Henri en plein visage et l'envoya voler jusqu'à un fauteuil, déjà déglingué. Tandis que l'index de son autre main tirait une crotte de nez de la taille d'une tête du nourrisson qu'il avala aussitôt. Bon, Henri, petit taquin. Veuillez l'excuser, les enfants, il déborde d'énergie. Maintenant, revenons à nos affaires. Now down to business. Voulez-vous venir avec Monsieur Smart and Smile dans sa demeure à la campagne, où vous serez traités comme des princes pendant le reste de votre jeunesse? Would you like to come with Mr. Smart and Smile off to his highs in the country and there to be treated like royalty for the rest of your youth? Ou préférez-vous retourner
dans votre HLM minable où vous attend une vie de friture et de délinquance? Or would you like to go back to your dingy little council flat to live a life of chips and petty crime? Prenez votre temps, rien ne presse, mais répondez-moi tout de suite. No hurry, take your time, but tell me now. Voulez-vous venir avec moi? Would you like to come with me? C'était un inconnu Avec un gorille. qui, d'une claque, venait de faire voler oncle Henri à travers la pièce. Mais il avait une grande maison. Et il faisait de grandes phrases. Il sentait si bon. Oui. Bon, voilà qui est donc arrangé. Henri, Qui se relevait péniblement des restes du fauteuil. faites-les-moi porter cet après-midi. Guy, montre à Monsieur Henri comment tu épluches les bananes. Montre à Monsieur Henri ce que tu fais aux gens qui me déçoivent. Nous avons conclu un marché, Henri. Ne me décevez pas. Et sur ce, je dois prendre congé. Je dîne ce jeudi avec Lady Toynbee. Vous la connaissez? Vous devez absolument vous joindre à nous. Mais d'abord, prenez un bain. Il y a des limites à l'ironie. Et sur ce, il s'en alla. Oncle Henri a attendu 1 minute avant de sauter en l'air et de danser à travers la pièce, se frottant les mains et hurlant de rire. Oui, 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 oui. Oncle Henri était heureux. Ça faisait plaisir de le voir heureux comme ça. Et puis il s'est tourné vers nous, Bien, dit oncle Henri. mes petits chéris, vous vous êtes très bien tenus. Vraiment très bien. Oncle Henri est content et vous allez vivre dans une grande maison. Mais d'abord, Dit oncle Henri. pour vous montrer combien je suis content, Et puis il s'est rapproché de nous. on va jouer à un petit jeu. Une drôle d'expression sur le visage. Un petit jeu très Nous, on aime bien les jeux. affectueux. Mais là, on était un peu troublés. Autant vous y habituer dès maintenant. Les mains d'oncle Henri avancèrent lentement vers nous, quand la porte s'est soudain ouverte d'un coup. Bien sûr, ma soeur l'a prise dans le nez, Et là, sur le seuil, furieux comme le tonnerre, et encore plus grand qu'avant. avec du vomi dans les oreilles. Papa. Ouf, oncle Henri nous a relâchés en un éclair pour reculer comme un lapin apeuré. Et avant qu'il n'ait pu s'échapper, papa, qui nous a même pas encore vus, charge comme un taureau et le coince à la gorge contre le mur. Content de te revoir. Dit oncle Henri. Je peux tout expliquer. Espèce de putain d'enfoiré! Bug le papa. Je vais te faire la peau, putain! Il arme son poing prêt à lui clouer la tête dans le mur, mais oncle Henri réfléchit plus vite qu'il ne l'a jamais fait et sort le portefeuille de papa. Le voilà. Dit oncle Henri. Y a pas de mal. Et papa, toujours la main à la gorge d'oncle Henri, prend le portefeuille, l'ouvre et vérifie le contenu. Et c'est là que nous découvrons la petite lumière rouge clignotante. Homme précautionneux, certains diraient plutôt salavard de merde, notre père avait fait équiper son portefeuille d'un émetteur. Précaution bien étudiée qu'il n'avait jamais jugé nécessaire d'appliquer à ses enfants. Il met le portefeuille dans sa poche et regarde oncle Henri droit dans les yeux. Mes gosses! Je veux mes gosses! Ah non, quand même, laisse-moi les gosses, hein. Mes gosses! J'ai de l'argent, Je veux mes gosses! et plus d'argent que tu ne peux en boire dans une année. Je veux mes putains de gosses! Et comment est-ce possible? On voit là, Le même papa qu'on a toujours connu, bourré et sale, con et méchant, gros et stupide, mais cette fois avec la larme à l'œil. et prêt. Je vous jure que c'est vrai, hein, prêt à étrangler un autre homme jusqu'à ce que mort s'en suive pour récupérer ses enfants. Oh, papa! Chut, Papa! tais-toi! Papa! Papounet! Papa! Et papa se retourne et se rend enfin compte de notre présence, alors qu'oncle Henri se liquéfie au sol, oublié dans sa bulle de peur. Et la larme dans l'œil de mon père coule le long de sa joue, glisse sur ses lèvres humectées de vomi et tombe au sol avec le bruit du plus géant battement de cœur du monde entier. Il nous regarde et dit « Chacun me s'y croit porter. » Il se retourne tristement, prêt à sortir. Il s'arrête. Il semble hésiter. Par-dessus son épaule, il dit Alors, vous venez, connard? Et on l'a suivi, Avec une pensée pour oncle Henri et les pots de banane. pour les glaces et les domestiques. Et pour cette chose, nommée champagne.
Et je sais ce que pense ma petite sœur, qui est l'obstination même. Mon cou. Tu aurais dû serrer plus fort. Et je regarde mon frère. Je vois que quelque chose en lui a changé. Il y a quelque chose de différent. Une prise de conscience. Il a réalisé qu'il y a des vies différentes des nôtres. Rien ne sera plus jamais pareil. Je traîne jusque chez moi dans mes bras, c'est lourd. Elle est lourde, cette télé. Je suis en train de traîner cette télé jusque chez moi et mon esprit est léger, rapide comme un moteur qui tourne à vide. Et dans mes bras, ce truc trop lourd. Je sens ma poitrine lourde, le cœur qui bat, qui fait mal, et mon esprit qui bat au rythme de mes pensées, l'une se débarrassant de l'autre, la rejetant, la forçant à, puis peu à peu, une seule qui reste, une seule pensée, se succédant sans arrêt à elle-même, sans arrêt, tandis que je porte, que je traîne, que je tire, une seule pensée, mon garçon, unique pensée. Je ne pense plus à ce que mon père, à cette télé, à sa réaction sur ce que... Je ne pense plus à ma sœur qui garde débris pendant quelques heures, plus à cette impression que j'ai ressentie quand elle, cette impression que je n'ai pas, non, simplement une pensée obsédante. Mon garçon, 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 mon petit débris. Je ne pense qu'à ça. Alors quand j'arrive et que je vois, que je découvre, que je vois la tête de ma sœur, cette expression qu'elle a, mon cœur se vide de son sang glacé. C'est comme si je rentrais dans un mur de béton mou. Son expression, c'est que je lis sur son visage. C'est comme si Dieu m'avait insulté. Un verre d'eau de Javel dans les yeux, un point final, un son si fort qu'on ne l'entend pas. Et je sais que quelque chose, instantanément, je sais que quelque chose n'est pas. Je sais dans la seconde que quelque chose ne tourne pas rond. Et mon petit n'est pas dans ses bras. Débris n'est pas dans ses bras. Je suis son regard. Mon père est assis sur le canapé et berce ce débris. Mon père et mon fils. Et elle. Il est rentré. La panique qui frappe, le souffle coupé, les yeux qui piquent. Putain Il est de... rentré. Quoi? J'étais là, je jouais avec le petit, il est entré, c'est tout. Pourquoi tu n'avais pas fermé là? J'ai oublié. Voilà, j'ai dû oublier. Il lui a pas fait de mal. Mon petit dans les bras, assis là, il était simplement assis là, le petit dans les bras, et les yeux de ma sœur. Elle avait cette expression, et je savais qu'elle l'avait fait exprès, je savais qu'elle l'avait fait exprès. Il est entré tout simplement. Tu as fait exprès. Il lui a pas fait de mal. Il tenait mon. C'est bizarre. Regarde, J'ai regardé, et alors, la chose la plus bizarre, qu'on ait jamais vue, vue de toute, notre vie. est arrivé. Il a commencé à parler au bébé. Tu es si beau. Tes doigts, tes petits doigts si parfaits, tes petits ongles, Il ne criait pas, il ne grognait pas, il ne criait pas, il ne râlait pas. si beau, Parlait, on ne l'avait jamais vu comme ça, on était cloués sur place. beau. Tu fais un si beau garçon. C'est comme s'il parlait à quelqu'un qui n'était pas là. Il tenait mon, et mon âme se glace, hurle comme du mercure solidifié qui se brise en milliers de petits morceaux à serrer, des petits morceaux qui envahissent ma tête, une douleur aiguë dans mon cerveau. Il est forcément beau parce que tu es belle. Il parle à ma maman.
cerveau envahi. comme une couronne d'épines. Et je me précipite sur un téléphone, vous vous souvenez, le téléphone, un autre téléphone dans une autre maison, une maison normale, mais ce n'est pas le même téléphone, c'est un téléphone dans la Un rue. espoir, une possibilité. Et j'appelle ceux qui pourraient venir chercher parce que c'est pas possible, je ne peux pas avoir ça, cette joie, cet espoir, cette possibilité, cet espoir pour un autre. Et j'appelle ceux qui pourraient Mon venir père chercher. et ma mère, J'appelle des gens au commencement. qui pourraient prendre mon garçon. Au commencement, il y a Dieu. Et il s'emmerde. Putain, ce qui s'emmerde. Il erre pendant des éternités et des éternités. Il se gratte les couilles. Il a rien à foutre. Alors, il y a 10 milliards d'années, il fait un gros bang et il attend. Et au bout de 6 milliards d'années, des gaz et de la poussière s'amalgament pour former la Terre. Et il attend, il regarde, et 1 milliard d'années plus tard, des organismes monocellulaires primitifs sans noyau apparaissent dans un bout de mucus. Au bout de 300 millions d'années, il y a des plantes et des animaux dans des océans, et Dieu qui salive pendant 200 millions d'années, et les plantes trouvent assez de courage pour tenter leur chance sur la terre ferme, suivis par des animaux affamés et effrayés de rester tout seuls dans l'eau. Satisfait, il regarde 65 millions d'années plus tard un astéroïde s'écraser sur la Terre. Et les dinosaures réalisent qu'ils sont trop gros et trop stupides pour survivre. Et c'est à peu près au même moment qu'un petit truc qui ressemble à un Ouistiti fait son apparition. Et il y a 12 millions d'années, les descendants de ces Ouistiti quittent leurs copains. Une branche pour devenir des orang-outans et l'autre pour devenir nous. Et le temps s'accélère, tandis que les primates deviennent des humains et se saisissent de pierres pour les casser sur la tête de leurs voisins. Ils se débarrassent des hommes de Néandertal, domestiquent des plantes, acquièrent le langage et commencent à réaliser que quelque chose regarde tout ça. Les guerres se succèdent, l'esclavage, le cannibalisme, les persécutions, l'invention de la roue, l'invention de l'usine. Et finalement, cette masse querelleuse de furie sur deux pattes s'unit en mon père et ma mère. Et là, Dieu salive. Il est sur le bord de son putain de fauteuil. Il bave de plaisir. Ils voient leur amour, leur mariage, leurs disputes, leurs bagarres, leur premier-né, la conception et la gestation d'une petite fille. Et nous y voilà. Et Dieu est là aussi le jour fameux. Ce jour-là, le jour où ma mère se plaint de douleurs terribles. Et mon père qui sait déjà que la vie l'a renié. Mon père assis sous et hébété devant la télé à regarder la vie qu'il voudrait en baignant dans celle qu'il déteste. Mon père ne fait pas attention à elle. Il lui crie dessus. Va te faire foutre, tu n'es pas encore à terme. Il y a des mois encore. C'est juste des gaz, espèce de grosse conne. Et le moment est venu.
Le moment est venu. Et Dieu salive pendant que mon père refuse, ne veut pas aller chercher de l'aide, ne veut pas croire qu'il y a quelque chose. Et soudain, son appendice éclate. Et elle meurt. C'était ça le moment attendu. C'était ça. Et Dieu retombe dans son fauteuil. Il s'enroule une petite. Et il sourit, satisfait du travail bien fait. Il ne regarde même pas quand on m'arrache du cadavre de ma mère sur une table d'opération. Il ne prête aucune attention aux hurlements de mon père. Il ne voit pas mon frère à quatre pattes, tout seul. Et nous, on sait. On sait qu'à partir de cet instant, Dieu ne regarde plus. Quand ils sont venus chercher Débris, il a fallu une fléchée de tranquillisant pour le libérer de l'emprise de mon père. Ils ont trouvé mon père caché dans le jardin d'un voisin. Un suçon rouge sur la joue laissé par Débris a permis de l'identifier immédiatement. Ils ont dit que juste avant de sombrer, il a eu un instant de lucidité absolue. Et on aurait dit qu'il demandait pardon à quelqu'un qui n'était pas là. Quand mon père revint à lui, il ne dit rien. Il avait décidé de se taire. Mais j'ai vu dans ses yeux qu'il se sentait trahi. Je l'ai vu observer mon frère à travers l'appartement et ruminer un plan pour lui en faire voir. Et nous savions que rien ni personne ne pourrait échapper à sa colère. De temps en temps, ma poitrine me fait mal et je pense à Débris. Elle regorge de sang dans l'attente de ses lèvres. Et parfois, je m'imagine que les bébés ne sont pas nés dans les ordures et que quelque part, il y a une mère. Une mère dont la poitrine, pleine de lait, bat au rythme de la mienne. Je l'imagine avoir peur, non pas pour la mort de Débris, mais pour sa vie. Et plaçant délicatement son petit sur un tas d'ordures, car elle ne peut plus faire face. J'imagine son visage, j'imagine ses larmes. Ses larmes se mélangent aux miennes. Je Je l'imagine. l'imagine.